Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va commencer Inch'Allah la vidéo. En fait je vais essayer d'attendre quelques minutes, le temps que les gens puissent rejoindre. Et puis on commence directement la séance Inch'Allah. Alors j'espère que tout le monde va bien. Très sincèrement, c'est une opportunité. Et déjà, je dis bravo pour l'initiative à mes amis, Badr Salah et les autres. Je crois que ce genre d'initiative est vraiment très important. Et c'est très important qu'on puisse profiter au maximum de cette situation. Alors, c'est une situation difficile, certes, c'est une situation qui est assez contraignante, mais il peut y avoir des opportunités à saisir, et celle-ci est parmi les opportunités justement à saisir. En tout cas, voilà, donc on va essayer un peu de commencer cette séance. Je suis là après des amis illustres, comme c'est Sté ou là c'est Nabil, donc je crois que ça va être un peu difficile de me hisser à leur niveau, mais on va essayer ensemble de partager le maximum qu'on puisse faire au profit des différentes personnes qui ont besoin justement de ce partage. Alors, je vais essayer de commencer. Alors, je vais commencer cette petite séance sur un sujet effectivement d'actualité qui est la transformation digitale. Donc, la transformation digitale est aujourd'hui un sujet qui est sur toutes les langues, notamment avec la situation qu'on vit où le digital peut vraiment apporter une valeur ajoutée certaine, aussi bien aux personnes qu'aux institutions. Donc, on voit beaucoup d'institutions d'enseignement qui sont en train de se mettre à l'ère du digital à travers l'enseignement à distance. Beaucoup d'entreprises qui doivent se soumettre au digital avec le remote work. Et donc, c'est clairement une opportunité. Alors, je vais commencer par une petite citation très intéressante, très édifiante de Michel Serres. C'est un académicien français qui est mort l'année dernière et qui a dit dans l'une de ses citations que la transformation numérique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle a de ça, en fait, elle a de particulier qu'elle permet en fait de complètement transformer les notions de temps et d'espace, et qu'elle aura autant d'impact que l'invention de l'écriture et de l'imprimerie en leur temps. Donc c'est aujourd'hui vraiment on vit une ère de transformation dans laquelle il est très important de comprendre que cela va au-delà de la technologie. Donc quand on parle de transformation digitale, souvent on va penser beaucoup à la digitalisation ou digital, mais le digital n'est qu'un moyen. En fait, dans transformation digitale, il y a 90% de transformation et uniquement 10% de digital. Donc c'est une transformation de fond en comble, et c'est une transformation entre autres de la notion de temps et d'espace. D'ailleurs, si aujourd'hui on est là dans ce live Facebook, c'est clairement une transformation du temps et de l'espace. On est en train de donner des cours à distance, à partir de n'importe quel endroit. Vous pouvez le suivre également de n'importe quel endroit, et ça crée énormément de valeur. Donc cette transformation justement de temps et d'espace, c'est quelque chose qui va toucher à tous les domaines de la vie. Donc aussi bien l'enseignement, ce qu'on est en train de vivre, mais également les services gouvernementaux. Donc clairement, on a vu ça à travers les différentes initiatives. Alors on n'en est pas encore au niveau des nations qui se disent nations digitales, mais on a fait quelques bouts de chemin. Donc par exemple, la vignette, c'est une transformation extraordinaire puisque ça permet d'accéder à un service gouvernemental de paiement d'un impôt sur les voitures, d'une taxe, à n'importe quel moment et de n'importe où. Alors généralement, quand on va parler du digital, il y a une notion qui revient souvent à l'esprit, c'est la notion de anytime, anywhere, any device. Donc on va parler de Atawad, anytime, c'est-à-dire en tout temps. Il peut accéder les outils digitaux, les services, l'information nécessaire anywhere, أي مكان, any device من أي équipement, donc d'un téléphone ou la tablette ou l'ordinateur. Tous ces médias-là vont vous permettre justement d'accéder
à ces différents services, à la transaction, à l'information de n'importe où et à n'importe quel moment. Donc, quand on va parler aujourd'hui de digitalisation, de transformation digitale, comme j'ai dit, c'est une transformation qui est profonde, qui est majeure, et sur laquelle on doit comprendre les mécanismes, comprendre l'architecture, comprendre les technologies, pour mieux appréhender et pour mieux profiter de tous les moyens et de toutes les possibilités qu'elle offre. Alors, essayons un peu de creuser un peu plus loin. Donc, quand on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé dans les 2-3 dernières années, on voit clairement que le digital, il est un peu au centre. Alors, il est au centre de l'économie. On a vu aujourd'hui que les 10 entreprises les mieux valorisées dans le monde, c'est des entreprises qui sont en bonne partie dans le digital. Donc, dans les top 10, il y a 8 entreprises qui sont dans le digital. Pour les hommes les plus riches, là également, on va trouver que 7 ou 8, c'est des gens qui travaillent dans le digital. On voit clairement tout l'impact économique et financier des entreprises digitales. Alors, je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, par exemple, Apple, en termes de valorisation, et s'il n'y a pas que Apple, il y a 2-3 entreprises digitales qui ont dépassé le 1 trillion. Et en fait, avec cette valorisation, Apple vaut mieux que le PIB de plusieurs pays. Vous allez me dire, ça c'est de la valorisation, donc c'est forcément spéculatif. Mais quand on regarde également ce que détient Apple en cash, ça dépasse plusieurs pays. Et je parle de pays développés. Donc vous allez trouver par exemple que Apple, par exemple, elle détient plus de cash que la France, que l'Arabie Saoudite, que la Turquie ou que d'autres pays. On va remarquer également, et ça on l'a vu surtout l'année dernière et l'année d'avant, que en une journée, des géants comme Amazon ou comme Alibaba font des chiffres faramineux. Donc vous avez par exemple Alibaba dans le single day qui était en novembre dernier, il a réalisé 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et ça, c'est l'équivalent du PIB du Maroc en une année, comme l'année 2000. Aujourd'hui, le PIB du Maroc a bien augmenté, mais en 2000, c'était à peu près 38 milliards, 39 milliards de dollars. Donc on voit que vraiment, c'est des chiffres très importants. Amazon, en 2017, je crois, ou plutôt 2018, octobre, dans le Black Friday, il a réalisé un chiffre d'affaires d'à peu près 27 milliards de dollars, ce qui est à peu près le 1/3 du volume de transactions boursières dans la bourse de Casablanca en une année. Donc clairement, aujourd'hui, cette notion de digital dépasse la sphère du technologique vers la sphère économique. On a vu également très dernièrement que des pays comme le Danemark, par exemple, a désigné un ambassadeur à la Silicon Valley. Qu'aujourd'hui, les grandes entreprises technologiques, alors on parle des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, on rajoute souvent Microsoft, donc on parle de GAFAM, toutes ces entreprises aujourd'hui ont un poids géopolitique, ont un poids géostratégique. Et on le voit clairement. Alors, les élections américaines, quand on a vu les ravages qui ont été causés par le scandale Cambridge Analytica, qui a été une manipulation sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui a permis de faire du micro-marketing pour orienter les avis des lecteurs indécis. On voit clairement que la technologie aujourd'hui est au cœur également de la décision politique. Donc quand on parle de transformation digitale, c'est une transformation qui est beaucoup plus profonde, qui va au-delà du technologique. Alors maintenant, la question. Alors bien entendu, s'il y a des questions, s'il y a des remarques, s'il y a des choses à rajouter, c'est avec grand plaisir. Donc s'il y a des choses que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez faire des commentaires, ce serait avec très grand plaisir. Donc maintenant, la grande question, c'est quoi la transformation digitale? Alors, c'est un sujet qui est tellement galvaudé, tout le monde en parle, et au bout d'un certain moment, ça perd toute signification. Mais comment peut-on définir justement cette transformation digitale? Alors, moi je dirais que la transformation digitale, si on veut avoir une définition, alors pas exacte, mais une définition qui se rapproche le plus possible de la réalité, c'est une transformation profonde de l'organisme, de l'entreprise, de l'individu également et de la société, qui utilise les technologies pour améliorer la performance globale. Bon, disons, ça c'est une définition, disons, un peu sommaire. Maintenant, cette transformation, elle touche à quoi? Elle va apporter la valeur
à quel niveau de l'entreprise. Alors généralement, on va parler de 4 niveaux, 4 perspectives où la transformation digitale peut apporter de la valeur. La première perspective, c'est la perspective des processus. Donc généralement, quand on fait de la transformation digitale, c'est notamment pour fluidifier les processus, pour améliorer et optimiser les processus, pour avoir de la dématérialisation de processus. Et donc ça, c'est un premier volet où on va voir l'impact de la transformation digitale. Donc une entreprise qui auparavant fonctionnait avec beaucoup de papier, qui fonctionnait de manière lourde, hiérarchique et centralisée, elle peut améliorer son fonctionnement, elle peut améliorer sa façon de faire, elle peut optimiser bien entendu son fonctionnement à travers du digital. Aujourd'hui, on voit clairement par exemple que utiliser son application de mobile banking, c'est plus intéressant que d'aller en agence. Euh, effectivement, là, si donc en fait, la transformation digitale va permettre justement de faire cette transformation. Et donc on va voir que beaucoup de gens ne vont pas passer en agence et vont préférer d'utiliser l'application mobile banking, ce qui va être plus intéressant, plus confortable pour eux, et ça va donner plus de services que ce qu'ils ont en agence. Donc, comment peut-on, une question de C. Youssef, comment peut-on changer ou transformer l'organisation d'une entreprise? Alors, justement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que dans la transformation digitale, il y a 90% de transformation et 10% de digital. Donc, certes, la technologie va permettre d'apporter de la valeur. Typiquement, si je dématérialise des documents, alors ça va me permettre d'éviter de tremballer du papier. Avec beaucoup de signatures. On peut parler là également de signature électronique. Et on peut dire avec le travail les plus ou moins qui peut être un peu lourd, je vais alléger le travail sur les personnes et donc je vais transformer l'organisation en conséquence. Ça va permettre également d'aplatir un peu la hiérarchie. Donc, au lieu d'avoir différents niveaux de hiérarchie, je peux avoir des niveaux un peu plus structurés et donc un peu plus légers, notamment dans les phases de décision. Des fois, je vais même éviter d'avoir des niveaux de décision parce que la décision peut se faire à travers de l'intelligence artificielle et peut se faire en se basant sur l'historique de décision. Donc, tout ça, c'est des mécanismes qui vont permettre de justement transformer l'organisation de l'entreprise. Ça permet également de transformer l'organisation parce que aujourd'hui, avec les outils digitaux, les personnes qui sont dans le plus bas de la hiérarchie, entre parenthèses, ils peuvent avoir à disposition des outils et donc toute la partie reporting qui prend du temps, qui nécessite de l'effort, va se faire de manière plus fluide parce qu'ils ont des outils, ils ont des tablettes, des téléphones et donc ils peuvent très rapidement remonter l'information. Et dans l'autre sens, les décideurs, le top management peut très rapidement prendre les décisions qui s'imposent. Ça, c'est le premier volet. Et disons que cette transformation de l'organisation, c'est quelque chose qui existait déjà avec le SI classique, mais qui est encore plus renforcé avec le digital, parce qu'aujourd'hui, cette information, cette transaction, ces services sont à disposition à bout de doigts, à travers des téléphones, à travers des tablettes. Le deuxième élément de la transformation, c'est la transformation donc sa transformation des processus et puis sa transformation de l'organisation. Alors la transformation de l'organisation, là on va parler par exemple du remote. Alors typiquement aujourd'hui, on voit une grande tendance vers le remote, notamment dans des métiers plutôt liés au service. Et ça, c'est une transformation fondamentale de l'organisation. On n'est plus dans une organisation qui est centré au niveau géographique. يعني ما محتاجش اني نكون في واحد المكان واحد باش نexercer des fonctions ولا باش نكولابوري. Je peux faire de la collaboration à distance. Donc là, c'est le volet collaboratif. Et là, c'est effectivement renforcé, accéléré et permis au travers des outils digitaux. Le deuxième volet, c'est également le recrutement. Les formes d'organisation vont changer. On n'est plus nécessairement dans des organisations بالطريقة اللي هي classique, اللي هي بالضرورة خص يكون un employé من l'organisation. Je peux travailler avec des freelances qui ne se trouvent pas nécessairement dans le même pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises au Maroc qui font appel, par exemple, à des freelancers sur la partie design, ou là sur les volets de marketing digital, ou là sur le volet développement, en Inde, en Australie, aux États-Unis ou ailleurs. De même, c'est dans l'autre sens. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui travaillent en mode remote. Donc, même la partie organisation,
ben, elle est transformée au travers du digital. C'est également le volet formation. Alors le volet formation, il est fondamental parce qu'aujourd'hui, on peut justement avoir de la formation au travers des outils digitaux. On le voit, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais on le voit sur des plateformes comme Udemy ou comme les différents MOOC qui existent. Alors, tout ceci, bien sûr, est en lien également avec un élément qui est fondamental, et ça a été évoqué dans la question d'Elsi Amin Marawi. En fait, c'est fondamental de transformer l'expérience de l'employé ou du collaborateur. Ça veut dire, au-delà de donner des outils, au-delà de permettre un accès à distance, il faut que cette expérience collaborateur soit transformée. Même la phase, même avec le collaborateur qui est quelqu'un qui postule, un candidat pour l'entreprise, donc عنده une expérience حتى هو راه يمكن له postuler à distance, يمكن له يتبع le statut de sa candidature à distance, il peut même éventuellement faire des jeux pour pouvoir être évalué, donc même toute l'évaluation peut se faire entre parenthèses à distance. Donc ça, c'est un élément effectivement à prendre en considération. Mais ça va au-delà de ça. C'est en fait l'employé en tant qu'employé pour, par exemple, faire des demandes de congé, des demandes d'absence, pour suivre son statut. C'est également des choses qui sont aujourd'hui permises par des systèmes d'information RH, par les différents systèmes qui permettent justement de fluidifier ce flux, de fluidifier le flux de décision qui concerne l'employé pour les différentes demandes qu'il peut faire. Alors, clairement, aujourd'hui, de plus en plus, on a cette transformation de l'organisation. On la voit avec le remote work, avec la formation à distance, mais on la voit également dans le recrutement. Il y a aujourd'hui de grandes entreprises qui recrutent au travers de plateformes digitales. Et donc, 70% du processus de recrutement se fait sur le digital. Alors, je vais juste terminer avant de répondre à la question d'Elsi Toufeq sur les impacts négatifs de la transformation digitale. Donc, premier volet, c'est la transformation des processus et des opérations. Deuxième volet, c'est la transformation de l'organisation. Là, on est vraiment en interne. On a une vision interne de l'entreprise. Les deux autres volets sur lesquels la transformation digitale s'opère, c'est le volet expérience client. Et là, en fait, on peut l'étendre sur l'expérience tiers. Donc, c'est le client, c'est le citoyen, si je suis une administration publique, c'est le fournisseur, c'est l'employé, c'est le partenaire. Donc, c'est les différents acteurs de l'entreprise. Donc, cette expérience, elle peut être transcendée par le digital. Alors, typiquement, la communication. Je suis une entreprise, si je veux communiquer aujourd'hui, le média de communication le plus intéressant, le média de communication idéal, c'est sur les réseaux sociaux. Je suis une entreprise, je veux vendre, un des médias possibles, c'est les canaux qui sont dans le digital. Donc, c'est les applications mobiles, c'est les plateformes e-commerce et autres. Et c'est bien sûr les réseaux sociaux également. Donc, il y a aujourd'hui le moyen d'acquérir le client, de faire de l'onboarding du client. Et là, en fait, même dans les services qui demandent le plus de sécurité, on peut faire de l'onboarding à distance. Donc aujourd'hui, même les services bancaires peuvent se faire à distance. Et puis, ça va au-delà par rapport à toute l'expérience du client vis-à-vis de l'entreprise. Le service après-vente, la gestion des réclamations, toutes les demandes du client, les services et opérations qui sont associés aux produits, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des choses aujourd'hui qui peuvent se faire notamment via le digital. Alors, cette expérience client, c'est quelque chose qui est fondamental parce que ça améliore d'abord la satisfaction client si le client existe déjà, mais ça permet d'améliorer l'acquisition du client. Donc, au lieu d'adresser une clientèle qui est sur un périmètre réduit, je peux adresser une clientèle qui est beaucoup plus large. On a un exemple qui est un exemple édifiant, qui est un exemple à la marocaine. هو l'exemple ديال واحد la bijouterie à Stade qui a utilisé des lives Facebook pour étendre son réseau de distribution. Donc, عوض ما تحل محلات في كل مدينة, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est très intelligent. En plus, c'est gratuit. Ils ont utilisé des lives Facebook où il y a des femmes qui sont souvent des clientes qui présentent, exposent les bijoux pour d'autres femmes. Donc, il y a des lives où il y a 2000, 3000, 5000 femmes. Et après, c'est un moyen d'avoir un réseau de distribution assez intéressant, assez intelligent, et avec le moindre effort possible. Et on voit que des solutions aussi simples que des lives Facebook peuvent être des solutions très pertinentes, très performantes pour étendre son réseau de distribution.
On l'a vu également avec des agences bancaires. Bon, j'ai vu ça, des directeurs d'agences bancaires qui communiquent avec leurs clients en utilisant des groupes WhatsApp. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire de manière assez facile, sans nécessairement nécessiter des outils complexes et des outils... Alors après, il y a d'autres questions qu'il faut se poser. Comment je peux capitaliser à travers ces outils, capitaliser sur la donnée, c'est un élément qui est fondamental dans la transformation digitale. Donc disons que ça, c'est le volet expérience client. Le dernier volet qui est aussi important, c'est le volet de la digitalisation des produits et des services. Et là, on va parler, si on va plus loin, de la digitalisation du business model. Ben là, souvent, on va parler des entreprises comme Uber, comme Airbnb. Bon, on va parler le terme qui est utilisé بزاف هو l'ubérisation. Et là, يعني très dernièrement maintenant, on a vu un cas اللي هو le cas ديال بوكين مع توماس كوك. يعني un secteur qui est aussi important que le secteur de l'hôtellerie, du voyage, اللي كان فيه un acteur comme Thomas Cook, c'est un acteur de référence, et qui vient de faire faillite parce qu'il n'a pas su transformer son business model. Il est resté sur un business model classique, où on ouvre des agences, donc il avait à peu près 3000 agences, il avait plus de 30 000 employés, contre une entreprise technologique qui offre une plateforme, qui offre certainement plus de services que ce que peut offrir un Thomas Cook, mais avec le moindre coût. Donc clairement, c'est une transformation complète du business model. Booking, c'est une entreprise qui emploie à peu près 500 personnes, en tout cas à une époque. Donc on est en train de voir des changements majeurs, des changements de disruption, de rupture par rapport à des secteurs en entier. Alors, je reviens sur la question des sites offerts. Donc il y avait une question sur les inconvénients. Les points négatifs dans la transformation digitale. Alors la transformation digitale, c'est pas que des belles choses du rêve. Effectivement, il y a un revers. Le revers de la médaille, ben, c'est que aujourd'hui la transformation digitale, elle nous désapproprie de nos données. Donc, on n'est plus propriétaire de nos données. On le voit clairement, on l'a vu à plusieurs reprises. Les personnes sont manipulées pour acheter, sont manipulées pour changer d'avis, sont manipulées pour vivre dans une bulle. Et ça, aujourd'hui, c'est un inconvénient majeur. Alors, un autre inconvénient, et ça rejoint un peu la question d'Ibrahim, qui est le volet sécurité, qui rejoint un peu le premier volet. Donc aujourd'hui, il y a des enjeux et des impacts de sécurité. Et je ne parle pas ici uniquement à l'échelle individuelle, mais à l'échelle des entreprises et à l'échelle des pays. Et là, en fait, il y a un enjeu de souveraineté sur la donnée. Aujourd'hui, les pays, on le voit en Europe, il y a toute une guerre qui se livre à cause de cette question de souveraineté sur la donnée, avec notamment les GAFA. Aujourd'hui, il y a un volet sécurité, un enjeu de sécurité qui est un enjeu majeur. Pour continuer sur les questions d'Elsi Ibrahim, qui concernent en fait les actions d'accompagnement et le budget, disons qu'aujourd'hui, sur la question budget, je crois que l'un des avantages de la transformation digitale qui existe aujourd'hui, c'est que on peut l'opérer avec des budgets qui sont très faibles. En fait, tout dépend des outils. Déjà, il faut savoir qu'il y a pas mal d'outils qui sont en open source. Donc, vous pouvez avoir accès à un ERP en open source, vous pouvez avoir accès à des solutions très avancées en open source, et ça, c'est un avantage important. Maintenant, ce qui est également intéressant, c'est qu'on passe d'un budget d'investissement à un budget de fonctionnement. On passe du CAPEX à un OPEX. Donc, typiquement, avec le cloud, au lieu d'acheter les infrastructures, les solutions informatiques, on va les louer. Et donc, du coup, on va pouvoir tester, on va pouvoir essayer sans mettre sur la table un budget initial très important. Donc, effectivement, il y a une question de budget, ça c'est clair. Mais généralement, d'ailleurs, aujourd'hui, même certains services qui sont offerts dans une logique de paiement à la demande et de paiement as you go. Également, il y a des services qui sont plus dans une logique de revenu sharing. C'est en fait, vous allez payer par rapport à la valeur ajoutée en termes de revenus que ça va vous apporter. Maintenant, bien sûr, il y a un budget, il faut le prévoir. Le problème, c'est que il ne faut pas considérer que c'est un centre de coût.
en fait, la transformation digitale, l'avantage par rapport à un système d'information de gestion classique, c'est que c'est également un centre de profit. Donc, plus j'investis, par exemple, sur des, euh, des publicités sur Facebook, du marketing digital, plus ça doit me rapporter des clients. Donc, il faut également considérer ça. On n'est pas dans une logique de centre de coût, mais de centre de profit. Donc, il y a toujours une question sur les actions d'accompagnement en formation. En fait, il y a deux manières de voir ça. Moi j'avais écrit un article il y a à peu près un an ou un an et demi sur la meilleure manière d'adopter le digital. Et pour moi, l'une des meilleures manières, c'est de donner un peu plus de pouvoir aux jeunes. Et là, on n'a plus besoin de formation. Alors, plus on est avec des générations un peu anciennes, ça va nécessiter de la formation, ça va nécessiter de l'accompagnement. Il y a souvent une réticence au changement. Mais plus on donne du pouvoir aux jeunes, et ça on le voit d'ailleurs, une bonne partie des grandes initiatives qui ont été faites, c'est souvent des jeunes qui étaient derrière. Et là, en fait, on est vraiment dans le naturel. Les jeunes ont grandi avec le digital, et donc c'est plus simple pour eux justement d'adopter le digital et de le faire adopter par les autres. Et donc je crois qu'on gagnerait plus en termes d'accompagnement à donner un peu plus de pouvoir aux jeunes, et là ça va être un peu plus naturel. Maintenant, effectivement, il peut y avoir des actions de formation, d'accompagnement. Là, justement, il y a soit des acteurs privés qui font de l'accompagnement, mais il y a également, effectivement, tous les acteurs universitaires où il y a des cycles sur la transformation digitale, des cycles sur les différentes spécificités du digital. Alors, une question d'LC Namidris Boussalem. Donc, quelles sont les barrières qui bloquent la transformation digitale chez le gouvernement et l'administration? Alors, ça, c'est une très grande question. Alors, je vais peut-être y revenir. Je voulais juste un peu avancer par rapport à la définition du digital. Donc, les différentes perspectives. La question qui s'ensuit, c'est qu'est-ce que va m'apporter le digital? Moi, je suis une entreprise, une administration, ou là, un individu même. Je n'aurais atteint le digital. Alors, normalement, le digital va vous permettre d'avoir 4 grandes caractéristiques qui sont très importantes, aussi bien l'une que les autres. La première, c'est que ça permet d'avoir une entreprise connectée. Connectée, ça veut dire connectée à ses clients, à ses fournisseurs, connectée à ses partenaires, à ses employés, connectée aux clients de ses clients, aux fournisseurs de ses clients, aux clients de ses fournisseurs, aux fournisseurs de ses fournisseurs. En fait, connecté sur toute la chaîne de valeur. Connecté, machine maintenant connecté en mode Wi-Fi. Machine connecté, ça veut dire tout simplement j'ai la possibilité de me connecter à Internet. Connecté, ça veut dire tout simplement que j'ai une connectivité continue. J'ai la possibilité d'accéder à ce client où il est et il a la possibilité d'accéder à mes services là où il est. Donc ça, c'est un élément de connectivité. Le deuxième volet, et c'est un élément qui est fondamental dans le mindset digital, c'est l'intelligence ici, plus au sens où en fait, l'entreprise a une orientation vers. Donc, elle utilise tous les moyens pour capturer de la donnée, bien sûr tous les moyens légaux, pour que par la suite elle capitalise sur cette donnée pour prendre des décisions et pour développer de l'intelligence, notamment de l'intelligence artificielle. Le troisième volet, c'est l'agilité. Donc une entreprise digitale, c'est une entreprise qui doit être agile. Agile, ça veut dire tout simplement qu'elle est dans un processus de test and learn. كنتستي كنجرب كنشوف شنو كاين خدم تبارك الله ما خدمش je rectifie et je m'améliore au fur et à mesure. Agile, c'est également itératif et incrémental. Yani, je me développe, je me transforme par petites étapes. Agile, ça veut dire également عندي la capacité de changer. J'ai la capacité de me transformer bien, de me transformer vite. Alors typiquement, مثلا بحال l'agilité, في la période هذه, عند certaines entreprises qui ont bien réagi à la crise et qui ont très rapidement mis en place les mesures nécessaires. La capacité à mettre en place les mesures nécessaires, c'est généralement ce qu'on appelle l'agilité. Donc, surtout parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de transformations. Aujourd'hui, ce qu'on vit mars 2020 et ce qu'on vivait en mars 2019 et ce qu'on a vécu en mars 2018, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc cette capacité à prendre en considération ces changements et aller de l'avant. Le deuxième volet qui est aussi important, le dernier volet qui est aussi important, c'est l'aspect social et collaboratif. Donc l'entreprise dans le digital doit être connectée, doit être intelligente, doit être agile et doit être collaboratif. Collaboratif, l'innovation, la performance, l'excellence et les collaboratifs. Maishi, la logique d'IL, le leader charismatique qui fait tout. Là.
euh, la performance peut émerger, mais n'importe quelle personne, à n'importe quel niveau de la hiérarchie. La collaboration veut dire également une organisation un peu plus aplatie. ماشي بالضرورة عندي داك les niveaux hiérarchiques lourds qui vont être un peu difficiles, parce que plus on a de hiérarchie, plus c'est difficile de faire avancer l'entreprise. Plus on a une lourdeur, c'est très simple. يعني ماشي بحال تبغي déplacer un chien ou déplacer un éléphant. علاش لأنه la lourdeur, elle va rendre difficile la transformation. Et je reviens justement à la question des Idriss sur qu'est-ce qui bloque la transformation digitale. Alors, pour moi, il y a plusieurs choses qui bloquent. Ça ne veut pas dire que tout est bloqué, il y a des choses qui se font, mais globalement, aujourd'hui au Maroc, on est un peu loin par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Pour moi, alors, qu'est-ce qui bloque? Première des choses, ce qui bloque, c'est une question de mindset. L'administration, le gouvernement, aujourd'hui, elle a un mindset qui est très ancien, même en termes d'âge. L'âge des ministres, l'âge des secrétaires généraux des ministères, l'âge des beaucoup de directeurs centraux, on est sur une autre génération. Et donc, automatiquement, tout ce qui concerne le digital, bon, ils vont le regarder un peu d'en haut ou de manière un peu indifférente. Donc, qui est la question de l'âge et qui impacte le mindset. Donc, le mindset, c'est un peu plus large que l'âge. Généralement, dans l'administration, la personne qui contrôle l'administration, qui t'aime ou qui t'aoud, n'a pas l'initiative. Et donc, automatiquement, on n'est plus dans l'agilité. Et donc, on ne peut pas être dans l'ère du digital si on n'est pas dans l'agilité. Troisième élément, c'est qu'on n'est pas dans la décision. Souvent, on essaie au maximum de différer. La décision, mieux c'est. Or, c'est complètement contradictoire avec la logique du digital. Et on n'est pas dans le collaboratif, et ça on le voit clairement, l'administration n'est pas souvent dans une logique collaborative. Alors ça a été construit sur des années, ça a été construit sur des décennies, mais c'est la réalité aujourd'hui. Donc, il y a la question du mindset. Deuxième élément, il y a la question de la réglementation. Donc aujourd'hui, au niveau de l'administration, on n'a pas la réglementation qu'il nous faut. Une réglementation un peu à l'ancienne, qui n'a pas été mise à jour. On a des exemples aujourd'hui sur des sujets comme les drones, sur des sujets comme l'IoT, les réseaux de fréquences, sur les sujets des marchés publics. L'agilité, on veut bien avoir de l'agilité en termes de projet, mais si on n'a pas de l'agilité sur la partie marché public, sur les achats, on ne peut pas avoir de l'agilité. Donc clairement, tout ça, c'est des éléments de blocage. Donc le mindset, la culture, la partie réglementaire, clairement. Et puis le troisième élément de blocage, c'est un élément technologique. Aujourd'hui, l'administration a un actif technologique qui commence à devenir ancien, et c'est un actif technologique qui a coûté de l'argent. Et donc pour le renouveler, pour le rénover, ça demande un effort important. Et à mon sens, la chose la plus importante qui bloque l'administration à avancer de l'avant dans le sujet du digital, c'est la question de la volonté. Aujourd'hui, clairement, on n'a pas encore de volonté à aller de manière frontale dans le digital. On n'a pas de budget important pour ça. On n'a pas une volonté claire affichée avec le courage administratif qui va avec pour pouvoir y aller. Et donc, tous ces éléments-là, c'est des éléments, à mon sens, qui impactent notre capacité à être une administration digitale. Pour moi, ça, c'est un impact. Mâchi à l'administration, comment elle fonctionne, ou le niveau de satisfaction du citoyen. C'est un impact sur le PIB, directement. Parce qu'aujourd'hui, plus on met en place des initiatives digitales, plus ça va nous permettre de libérer des potentiels chez les jeunes pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir exporter des services. On l'a vu dans plusieurs secteurs, mais tous ces jeunes-là sont également bloqués par des aspects réglementaires ou là par des aspects fiscaux qui sont encore prédominants. Alors il y avait une question également sur les ressources humaines en ingénierie, système d'information. Question ديال سي مهدي donc quelles sont les conditions prérequis d'ordre humain pour assurer une bonne transformation digitale. Alors dans tout ce qu'on a dit, la transformation digitale est d'abord une transformation qui est centrée sur l'homme. C'est pour ça que j'ai parlé au tout départ de la question du mindset. Alors clairement, si on veut et puis c'est une transformation. C'est pas uniquement des outils. On peut apporter les outils qu'il faut. On a comme des exemples. Aujourd'hui, on fait l'université depuis des années. Il y a des outils d'apprentissage à distance qui existent. Ça fait des années.
يعني مثلا Microsoft elle a offert la suite Office incluant les outils d'enseignement à distance depuis des années. La même chose par rapport à Google, avec la suite Google et avec Google Classroom. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à le faire? On n'arrive pas à le faire. Même dans ces temps de crise, c'est un peu plus difficile. Sachant que c'est des ressources qui existaient, donc la technologie existait. Mais ce qui n'existait pas, c'est le mindset et l'organisation pour pouvoir gérer tout ça. Et ce mindset, bien sûr, ça nécessite machine de la formation au sens formation. C'est pas juste une question d'apprentissage des connaissances et de compétences, mais ça va au-delà sur un changement de système de valeurs. Donc clairement, le sujet de l'humain, il est au centre de toute transformation digitale. Donc il faut vraiment absolument qu'on puisse mettre à niveau nos ressources humaines, qu'on puisse inculquer aux jeunes et aux moins jeunes le mindset du digital. Et quand on parle du mindset du digital, il y a un ensemble de choses. Généralement, on va parler de tout ce qui est collaboration. Si on n'a pas de mindset de collaboration, on ne peut pas réussir les projets digitaux. Les projets digitaux, ce n'est pas des projets individuels, ce n'est pas des projets en silo, ce n'est pas des projets isolés. Deuxième élément, c'est un mindset d'agilité, de capacité à faire du test and learn et à prendre des échecs et à rectifier et à avancer au fur et à mesure. C'est également un mindset d'orientation client. Donc, je suis dans l'administration, je suis dans une entreprise. L'élément central sur lequel je vais baser mes décisions, c'est ce qu'attend le client. Et donc, au-delà des processus internes de la bureaucratie, j'ai essayé de penser en termes de clients. Et puis, également, l'orientation, ce qu'on appelle le data-driven. Donc, la capacité à capturer des données, à capitaliser sur les données pour améliorer la performance. Après, bien sûr, il y a d'autres éléments de ce mindset digital. Comment on peut avoir différents rôles au niveau de l'organisation, comment on peut apporter de la valeur à travers les partenariats. Donc la logique de partenariat est fondamentale. Donc une administration maintenant aujourd'hui, je n'arrive peut-être la question dire qu'est-ce qui bloque. Parmi les éléments qui bloquent, c'est que l'administration veut souvent faire tout elle seule. Donc elle n'est pas dans une logique vraiment collaborative, dans une logique de partenariat, notamment avec le privé. Et ça fait bloquer beaucoup d'initiatives. Le sujet de la vignette, c'est un sujet que je donne souvent comme exemple. En fait, ce qui est intéressant avec la vignette, ce n'est pas le volet technologique, mais c'est le partenariat qui a été fait avec les banques, avec les organismes de paiement, qui ont bien sûr un gain à leur niveau, donc c'est un partenariat win-win, qui a justement permis d'atteindre le niveau de réussite par rapport à ce genre de projet. Alors, une question d'El Siablhadi. Est-ce que vous croyez que cette transformation digitale va engendrer une grande vague de licenciements des fonctionnaires, je crois, des fonctionnaires et employés qui vont se replacer à l'intelligence artificielle? Alors ça, c'est parmi les grandes questions qui sont posées aujourd'hui par rapport à la transformation digitale. Alors, je voulais, juste avant de répondre à cette question, revenir à un dernier volet par rapport à la définition de cette transformation, le volet technologique. Donc aujourd'hui, la transformation digitale, elle a plusieurs technologies qui sont utilisées. D'abord, on a des technologies de capture et de centralisation de la donnée. Maintenant, c'est capturer la donnée. Donc, je la donnée que je vais capturer. Ça peut être la donnée de la personne, ça peut être la donnée qui est saisie par la personne, la donnée qui remonte les capteurs, et ainsi de suite. Donc généralement, on a des technologies, le mobile. Donc le mobile aujourd'hui, c'est un terminal qui contient beaucoup de capteurs, beaucoup d'informations, et qui sont centralisées et synchronisées avec le cloud. Les réseaux sociaux, c'est une source d'informations énorme sur les clients, sur les prospects, sur les citoyens, et ainsi de suite. Il y a tout ce qui est IoT, tout ce qui est Internet des objets, où là, effectivement, les capteurs peuvent permettre de remonter de l'information de manière rapide, immédiate et en temps réel. Et enfin, toutes ces informations se retrouvent centralisées au niveau du cloud. Donc on a cette logique où on va capturer l'information et on va pouvoir la centraliser au niveau du cloud. Après avoir capturé cette information, les deuxièmes catégorie de technologie, c'est les technologies d'analyse de l'information. Donc on va prendre cette information, cette donnée brute, on va l'analyser pour en sortir de l'essence, de la connaissance, pour construire de l'intelligence.
Et là, on va parler de Big Data. Alors pourquoi Big Data? Parce que le volume de données aujourd'hui qu'on est capable de générer est énorme, et parce que les outils de traitement classiques et de stockage ne sont plus adaptés. Donc, le big data et puis l'intelligence artificielle qui a été évoquée dans la question. Donc l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est la capacité à transformer cette donnée brute en une intelligence. Donc faire de la prévision, de la prédiction, mais également construire des modèles qui vont permettre d'adresser par la suite, de manière automatique, les besoins, les attentes, les demandes des clients. Alors typiquement, on va utiliser l'intelligence artificielle par exemple dans des chatbots. Dernièrement, d'ailleurs, il y a eu un lancement d'un chatbot pour tout ce qui est question sur le coronavirus, sur le Covid-19. Donc, chatbot, ça veut dire tout simplement un robot pour répondre, pour faire du support client. Donc là, c'est un risque pour notamment des activités comme les centres d'appel. On va avoir par exemple de l'intelligence artificielle au niveau interne sous forme de Robot Process Automation, RPA. Donc ça remplace les travaux manuels répétitifs qui sont faits par des hommes. Donc là également, c'est souvent des métiers qui sont à forte connotation répétitive, donc c'est des tâches répétitives. Nous allons trouver de l'intelligence artificielle dans des processus, par exemple, de reconnaissance vocale, de reconnaissance de caractère, de transcription, de reconnaissance d'image. Donc, tous les processus de reconnaissance. Là également, c'est des choses qui sont aujourd'hui exercées par l'homme. Nous allons trouver de l'intelligence artificielle également dans des robots qui vont faire des tâches manuelles. Alors ça peut être des robots ménagers, un robot de nettoyage, jusqu'à des robots industriels qui vont remplacer ou compléter l'action de l'homme. Donc clairement, ça impacte d'une manière ou d'une autre l'emploi humain. Donc la question effectivement qui se pose, c'est quel est cet impact? Est-ce que c'est un impact léger? En fait, il faut comprendre que comme toute transformation, c'est ce qu'on a vécu auparavant dans la révolution industrielle, ce qui a été vécu en amont avec d'autres types de transformations majeures dans la société, il y a certainement des emplois qui vont être perdus. Donc, il y a clairement un emploi qui va être remplacé par d'autres formes d'emploi. Alors, la loi de Lavoisier dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, c'est une transformation. C'est-à-dire, en fait, c'est des emplois qui vont être perdus. Mais derrière, il y a de l'intelligence artificielle qui va la programmer. Il y a des chatbots qui vont les mettre en place. Il y a les programmes qui vont permettre justement de faire du Robot Process Automation qui va les faire. Bah, tout ça, c'est des hommes. Donc, c'est une transformation de la nature de l'emploi. Et c'est une transformation des domaines de compétences d'emploi. Donc, on va partir des domaines de compétences classiques. Alors là où il y a des choses répétitives, on a un autre exemple, l'effet de la transformation au-delà de l'intelligence artificielle, c'est tous les métiers tiers de confiance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui se positionnent en tant que tiers de confiance. Les métiers de long terme, avocat, assureur, tout ça, c'est des métiers de tiers de confiance. Les métiers tiers de confiance, ils peuvent être remplacés notamment par la blockchain. La blockchain, c'est une transformation de la confiance, mais une confiance en une institution centralisée ou un tiers de confiance, une confiance distribuée. Donc tout ça pour dire qu'il y aura certainement une transformation de l'emploi. La transformation de l'emploi va toucher pas mal de secteurs. Quand l'industrie, quand la logistique, alors la logistique typiquement le transport aujourd'hui avec les voitures autonomes et avec les camions autonomes, il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est une transformation des métiers de la relation client qui vont se transformer par le digital. Les métiers avec des tâches répétitives, les métiers de contrôle, les qui déjà les entreprises, certains métiers comptables, ils vont être transformés par le digital parce que ça va être remplacé par du RPA. Des métiers également qui touchent la traduction, la transcription, tout ce qui est en lien avec le langage, et ils vont être transformés par tout ce qui est reconnaissance. Donc il y a pas mal de métiers qui vont être transformés, qui vont disparaître même, et il y a d'autres qui vont être créés. Et dans les 5 dernières années, on a vu de nouveaux métiers émerger. Alors, les métiers comme les réseaux sociaux. Un YouTuber, c'est un métier qui n'existait pas il y a 6 ans, 7 ans. Un influenceur sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Un community manager, ça n'existait pas. Dans le domaine de la donnée, un data scientist, un data engineer, ça n'existait pas. Dans le domaine, par exemple, du Bitcoin, un Bitcoin miner. Donc, dans beaucoup de domaines, il y a des métiers qui se créent, et puis il y a d'autres qui sont remplacés. Et c'est naturel dans les transformations majeures.
Donc, disons que il faut juste faire attention pour se convertir, pour améliorer ses connaissances dans certains domaines. Yani les gens de certains domaines, ils peuvent ajouter de la valeur à travers tout ce qui est data dans leur domaine et ils peuvent se transformer en data scientist par rapport à un secteur donné. Donc tout ça, c'est de nouveaux métiers qui se créent, sur lesquels il faut être prêt et pour lesquels il faut se préparer. Alors, et bien sûr, cette préparation doit se faire à l'échelle individuelle, à l'échelle des entreprises. Donc les entreprises doivent mettre en place des plans pour convertir et pour améliorer les compétences digitales et en termes de mindset digital de leurs employés. Et enfin, ça va se faire à l'échelle des nations. Et les nations qui vont être au-devant de la scène, c'est les nations qui vont savoir transformer bah, leur trésor national, qui est la jeunesse, qui est les compétences, vers ce domaine qui est le digital. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une grande guerre qui est en train de se livrer. Il y a deux guerres qui sont en train de se livrer un peu partout. Une guerre de la matière première, parce que toutes ces technologies digitales nécessitent de la matière première. Et une bonne partie des conflits qu'on voit un peu partout dans le monde sont font la guerre sur en fait une guerre de la matière première et une deuxième guerre qui est la guerre de la matière grise. On voit que des pays ont mis en place des mécanismes pour attirer la matière grise là où elle est, de manière à profiter pleinement des compétences qui sont déjà formées et à pouvoir les utiliser à bon escient. Et on l'a vu aujourd'hui, par exemple, avec cette crise sanitaire, les médecins qui sont partis, ben, c'est des médecins qui ont renforcé le rang d'autres pays dans leur lutte contre cette pandémie. Alors je crois que on a fait les 45 minutes de cours. Alors peut-être, je ne sais pas s'il y a encore des questions. En tout cas, c'est assez ouvert, mais je ne veux pas, je ne veux pas trop rallonger la séance. Je vais juste réagir par rapport à quelques commentaires en attendant des questions. C'est Mohamed, c'est un plaisir de vous voir. En tout cas, ce serait un plaisir de vous revoir, Inch'Allah, très prochainement après la crise. C'est Kamel Sani, merci beaucoup. Alors, c'est Amin Waddi, merci beaucoup également. C'est Oussama. C'est Oussama Haboubi, c'est un plaisir et désolé, je ne vous ai pas répondu par rapport à votre message. En tout cas, ce serait un plaisir de collaborer. C'est Abdelhafid également, c'est Majid Hitmi, c'est Abdelhaq Chine, c'est Zuhir, c'est Younes Al-Gharrabi, c'est Abdelhaq Dahabi. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je crois, oui.